Voilà, alors je vais laisser votre conscience tranquille. Juste après mon exposé, on va remettre le prix d'encouragement aux jeunes géotechniciens. On veut qu'ils restent dans le métier, donc on ne va pas trop moralisateur. Simplement, quelques pistes de réflexion pour des mesures qui s'imposent pour que le métier reste attrayant et qu'on puisse résoudre des énigmes. Et pour les énigmes d'ailleurs, j'ai failli faire des études de criminalistique. Et donc la résolution d'énigmes, c'est ce qui fait le charme de notre métier. C'est ce que je trouve en tout cas. J'aime tous les nouveaux projets qui sont pour moi synonymes d'énigmes. Et c'est toujours un plaisir d'être la détective qui trouve les solutions. Je vois passer les années. J'arrive maintenant dans la dernière tranche de vie active. Vous avez peut-être les cheveux un peu plus gris vous aussi. Si vous en êtes là, je vous invite à consacrer un peu de temps pour montrer aux jeunes, pour montrer à la relève comment on peut s'y prendre, comment on peut gérer ces mystérieuses questions liées au sol et travailler de façon durable. Voilà, en guise d'introduction, je me suis essayé à des diapos un peu plus artistiques pour varier un peu. Il y a des pièges, je suis tombé dedans à pieds joints, je ne vous le cache pas. Il y a eu des épisodes où je me suis dit, bon, le projet qu'on a réalisé là, c'était sûrement pas le plus durable. On aurait pu faire mieux, peut-être que vous avez ce sentiment-là aussi. Alors, commençons, si vous voulez bien, par un article. Je peux vous recommander la lecture de cet article de M. Vollenweider, qui a publié donc quelques pages dans la revue de la SIA, et je trouve que ces considérations, ces réflexions n'ont rien perdu de leur actualité, de leur importance. Voilà ce que l'on peut lire dans cet article-là. En fait, on a des normes, mais la norme ultime dans la construction, c'est le sol. Et parfois, j'ai l'impression qu'on essaye de faire au mieux pour répondre aux normes, pour les respecter. On se consacre davantage aux normes qu'au sol, à proprement parler. D'où viennent donc ces normes? Quelles sont les bases? Je ne sais pas si les ingénieurs qui sont dans les études connaissent la réalité du terrain, savent à quoi ressemblent tous ces pieux, tous ces profils exactement. Donc ça, c'est mon regard un peu plus critique. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis cet article-là? Si oui, qu'est-ce qui a changé? La position, donc la commission de normalisation, correspond à celle de l'expert en géotechnique. Vous voyez cette équation. On a un ingénieur, on a un géologue à droite, il a les bottes aux pieds. L'ingénieur, lui, il est dans des souliers de bureau, on a un peu l'impression qu'il n'a pas de boue sous ses semelles, qui passe son temps à gratter le papier. Bon, ça c'est la caricature, mais ce qu'il y a de commun aux deux, c'est finalement la réalité du terrain, justement, des sols. On a des méthodes de sondage qui n'ont pas vraiment connu de révolution depuis 40 ans. Il y a eu des nouveautés, certes. Il y a un dispositif un peu plus complet, notamment pour les sols mous, mais on en reste à des échantillons. Alors, l'ingénieur, on le voit là, je vous ai donné une caricature, je ne voulais pas dire que c'est la réalité, mais l'ingénieur, c'est vrai qu'il a besoin de chiffres, il a besoin de faire des calculs pour savoir combien de béton, etc.
Donc, qui détermine quoi dans ces débats-là? Est-ce que le géologue sait ce qu'il veut faire? Par exemple, des tassements. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'on peut le faire ou ne pas? Donc, il ne faut jamais dire jamais. Mais je pense qu'il faut être un peu plus constructif parce qu'il n'y a jamais, entre guillemets, de dialogue profond. À la télé suisse alémanique, il y a une émission qui mise justement sur le dialogue dans plein de situations différentes. Moi, je prône aussi le dialogue parce que je pense qu'on doit se mettre ensemble pour identifier les risques. On n'est pas là pour alimenter les machines. Et c'est vrai aussi dans l'enseignement. On part de l'idée que l'étudiant a une intuition. Il faut partir de là. Il y a ensuite des paramètres, mais parfois on est un peu trop préoccupé par la transmission d'outils, alors que tout ce qui est déjà là de façon intuitive, il ne faut pas l'oublier. On peut faire mieux à cet égard-là. Il y a parfois des cas où on prévoit de faire 50 essais, 50 mesures. On en est à 48, on n'est pas à 50. Oui, bon, il y en a 2 de plus à faire, mais est-ce que ça apporte vraiment des réponses? Sinon, c'est pas grave. Oui, mais la norme dit qu'il faut faire 50 essais. Bon, alors on perd parfois de vue le bien fondé de ce que l'on fait. Le but est d'avoir donc des modèles de calcul plausibles. Par le passé, on avait des tableaux Excel, on voyait les paramètres qui évoluaient. Maintenant, c'est les machines qui regardent ces tableaux, on ne les voit plus forcément de ses propres yeux. Donc on ne voit plus vraiment l'évolution. Et on se retrouve parfois un peu seul. Et je pense que c'est un appel qu'on doit lancer, on doit vraiment tout mettre en œuvre pour bien comprendre le fonctionnement des matériaux. Est-ce qu'un géologue sait aujourd'hui quel est l'impact sur la résistance si on met des indicateurs, des chiffres les plus bas? Je pense que ce qui peut nous aider, ce sont les valeurs caractéristiques de ces sets. Et là, ça n'est plus au géologue, c'est au planificateur de déterminer ces valeurs-là. D'avoir un regard complet et pas seulement une perspective. Il est donc important de parler de ces valeurs caractéristiques. Prenons un exemple pour voir cela de plus près. Si un jeune ingénieur nous dit qu'il n'y a pas eu d'essai de sol, alors on prend la théorie, on prend 30, 32, 34 degrés et on voit quel est l'impact. Alors évidemment, se posent encore d'autres questions, question d'une fouille, question d'un blindage. Il y a des questions statiques aussi. Là aussi, il y a sûrement un certain gaspillage de béton. On pourrait faire mieux probablement en termes de durabilité. Il y aura toujours une part d'insécurité, on ne saura jamais tout sur les sols. La première fois que j'ai montré ça à un bureau d'ingénieur, l'interlocuteur m'a dit « Oui, alors il faut répondre aux questions, enlever ces points d'interrogation, il faut qu'on sache à quoi s'en tenir. » Alors c'est l'ingénieur qui souhaite avoir l'exactitude, savoir exactement à quoi s'en tenir, mais il faut songer qu'il y aura toujours une part d'insécurité. Un point d'interrogation subsistera toujours. Ensuite,
pour ce qui est du déroulement des processus. Vous le savez, si vous travaillez sur des grands projets d'infrastructure, c'est parfois compliqué. On a des processus qui sont laborieux, qui prennent beaucoup de temps. Alors bien sûr que la sécurité est extrêmement importante, notamment dans le domaine ferroviaire, mais ça coûte tellement de temps et dès qu'il y a un changement dans le projet, on se retrouve vite avec, disons, enfin, ce qu'on pourrait économiser s'il y a un changement à faire. Ça risque d'être compliqué de faire mieux parce que ça devrait être revalidé. Ça prendrait du temps et finalement, ça n'économiserait pas tant d'argent que ça. Et là, le problème, c'est l'être humain. En fait, le béton, on l'utilise en très grande quantité en se basant sur des décisions humaines. Autre exemple, prenons l'exemple de la protection de la nappe phréatique. Ce n'est pas le pire exemple, mais ça me paraît intéressant. Est-ce que l'interlocuteur auquel on a affaire, c'est ce que l'on fait? Alors, si je prends l'aide-mémoire du canton de Berne, est-ce que l'on sait encore pourquoi il y a des X astérisques, des zéros, des interdictions? Pourquoi ces interdictions? Pour les supports d'eau souterraine? Est-ce qu'on comprend la précision des cartes? Il y a des ancrages, des injections contrôlées, etc. Mais en fin de compte, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi ce X, c'est X étoile ou ce 0? La réponse doit être la suivante. Nous avons un système qui fonctionne, un système qui prévoit moins d'injections. Parfois, on a peur du débat. Que faut-il pour que l'autorisation soit délivrée? Et c'est quoi ce AU pour les ancrages, les supports d'eau souterraine? Pourquoi prendre telle variante ou telle autre? Autre question pour les ancrages bornes. Moi, il y a des choses que je comprends toujours pas aujourd'hui. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai été témoin de pas mal de situations. J'ai essayé de donner notre position, la position raisonnable, mais sans succès. Autre chapitre, c'est insécurité. Un problème, c'est quoi? C'est une énigme qu'on n'a pas encore résolue. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça n'est pas quelque chose de passionnant? Alors, souvent on dit qu'un problème, c'est compliqué. Non, je ne veux pas avoir affaire à quelque chose de compliqué, surtout pas de problème, pitié, non. Mais cette attitude-là nous fait être un peu frileux, on ne veut pas avoir de conflit, on ne veut pas avoir de problème, on ne veut pas non plus avoir de conflit avec le voisinage, etc. Donc on se retrouve enfermé dans cette envie, ce besoin de sécurité. Et à cause de cette envie-là, on ne va pas chercher le risque d'optimiser les choses. Parce que si on prend un risque, on va avoir les journalistes qui posent des questions, etc. Donc, mieux vaut des fois ne pas prendre de risques. Ce qu'on verra dans la suite des exposés, c'est que le temps est un facteur important aussi. Quand on a des fouilles, quand on a des programmes sur des chantiers, on n'a pas le temps d'observer, de faire un bilan. Donc finalement, il faut se battre pour obtenir des possibilités, des moyens d'agir. Et ensuite, et après? C'est vrai que c'est une grande question.
Parfois, on veut éviter un problème, donc on se tourne vers une autre solution, une solution qui peut être assez massive. Généralement, il faut un peu de temps pour savoir ce que nous permettra telle ou telle idée. Ça peut avoir un impact sur le sol, ça peut avoir un impact aussi pour l'entrepreneur qui fournit les machines, etc. Mais finalement, il n'y a pas de dialogue entre les responsables d'une partie du projet et les responsables de l'autre partie du projet. Donc, on ne s'attaque pas à la cause. Mais si on connaît la cause, on trouve une solution et ce sera moins cher. Des solutions, on peut en trouver, mais elles vont coûter cher si on ne sait pas exactement quelle est la cause. Et le problème, c'est ce chacun pour soi. Est-ce que l'on veut être constructif? Est-ce qu'on est sur la défensive? Ce qu'il faut, ce sont des personnes qui fassent des propositions constructives. Ce qu'il faut, ce sont des connaissances aussi. Il faut savoir ce que l'autre sait, ce que l'on attend de l'autre. Il faut aussi communiquer ses propres besoins. Ensuite, les incitations. C'est pas tous contre tous. Il faut qu'on agisse ensemble sur un chantier. Il faut qu'on ait ce sentiment de collectif. Et pour les réglementations, il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas un frein à l'innovation. D'où ma conclusion. Le terrain à bâtir, c'est une prévision. Ensuite, la réalisation, c'est la découverte. Et la durabilité, c'est l'optimisation du tout. Merci.